Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, maintenant, si vous avez vu le titre de la vidéo, ça veut dire que je vais m'attaquer sur un coffret. Bien sûr, c'est pas un coffret qui est en français, mais un coffret anglais. Donc vous allez voir maintenant, directement. Donc The Greatest Steel Cage Match of All Time. Donc vous voyez avec les promotions qui sont passées avec les matchs en cage, comme WCCW, donc World Class Championship Wrestling, la NWA, donc National Wrestling Alliance, AWA, American Wrestling Association, je crois, et WCW, World Championship Wrestling, et pour terminer, WWF, World Wrestling Federation, qui est WWE, World Wrestling Entertainment. Voilà, au moins je fais dans les deux sens, même si je sais bien que cette stipulation a traversé les autres fédérations, je sais, comme la Impact, même si c'était un match en cage de 6 côtés, ou encore cage carré. Ring of Honor aussi. Bref, il est passé partout, cette structure en cage. Et tout d'abord, je veux montrer d'abord ce que j'ai encore eu faire. Donc la World Wrestling Network, WWN, Full Impact Pro Wrestling, donc FIP, IWC, International Wrestling Cartel, West Side Extreme Wrestling, donc WXW, Combat Zone Wrestling, CZW, BJW ou BJPW, donc Big Japan Pro Wrestling, PWG, donc PWG, la Pro Wrestling Guerrilla, la All Japan Pro Wrestling, donc AGPW, et Game Changer Wrestling, donc GCW. Après, il y en a que je vais peut-être faire, hein. Par exemple, si dans les fédérations féminines, je veux bien faire aussi la Stardom, voilà, Stardom, WOW, donc Women's of Wrestling. Pour la Stardom, c'est du Joshin Wrestling. Je sais bien qu'il existe aussi une fédération extrême féminin aussi, WEW, je crois qu'elle n'existe plus, mais en tout cas, cette structure, j'en avais jamais entendu parler. Après, il y a aussi la Evolve. Voilà, Evolve. La ICW. Voilà, fédération anglaise. La Progress aussi, la Progress Wrestling. Après, il y a aussi des fédérations françaises, belges, suisses, exactement. Mais ça en fera beaucoup pour une seule feuille. Par contre, j'ai failli oublier quelqu'un à citer un anniversaire. Oui, j'ai failli oublier quelqu'un. Justement, Cédric. Donc, voilà, je te souhaite un très bon anniversaire, Cédric. Voilà. Hier, c'était moi, maintenant c'est toi. Donc, franchement, je te souhaite un très bon anniversaire. Et oui, j'ai su répondre à ton père, comme quoi je vais te dire un bon anniversaire. Donc, voilà, c'est ce qui est fait. Voilà. Donc, je vais vite m'attarder sur l'image. Donc là, on voit Kerry Von Erich, les Road Warriors, ou Legion of Doom, OK Animal, Lex Luger, Ric Flair et Edge. Et derrière, The Rock et Triple H, Michael Ace, ça je crois que c'est à la WCCW. Et vous voyez, il n'est pas en français, il est en anglais et allemande. Et derrière, la cage tout simplement, où est-ce qu'il y a le ring, et l'ancienne époque où on pouvait se battre dans la cage, version carré rectangulaire, de l'intérieur bien sûr, hein. Là, Dusty Rhodes contre, je sais pas si c'est Terry Funk ou Dory, et CM Punk et Jeff Hardy. En tout cas, le match est un parfait exemple, comme quoi, des fois dans les matchs en cage, ça peut mettre directement fin à une rivalité et aussi une carrière, et ce match en est parfait exemple. Steel Cage, vous voyez, j'ai même fait
exactement les logos comme ça. Et j'ai ajouté WWF. De toute façon, ça se rapproche. Hein. Donc, DVD 1. Ah, mais il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Donc, DVD 2. DVD 3. Je vais vite me concentrer sur ça. Donc, introduction de Josh Matthews, c'est lui qui présente le programme. Et il balance directement le match à suivre. Donc, c'est pour le match, bien sûr en cage, pour le titre de la WWF, WWE. Bob Backlund contre Pat Patterson. Oui, je balance directement. Et c'était au Madison Square Garden de New York City, bien sûr, c'est moi qui l'ai noté, le 24 septembre 1979. Donc, un lointain, quand même. Une époque très lointaine. Et là, j'ai dû supprimer parce que, vu comment j'avais fait une faute, parce que j'avais ajouté du rouge alors que c'est censé être du gris. Match assez basique. Donc, pour un match en cage assez basique. Et que le champion, c'était Bob Backlund. Pat Patterson, je sais pas s'il est arrivé avec le titre intercontinental. C'est peut-être évident, mais voilà. Mais c'est pas son titre qui est en jeu, c'est le titre de Bob Backlund, qui est le titre WWF, qui est WWE. Je crois que son règne à Bob Backlund a duré 1 an ou 2. Parce que vu comment c'était le champion ultra dominant, bien sûr, c'est pas le même niveau que Bruno Sammartino, mais il a détenu longtemps. Et je sais que Hulk Hogan, lui, l'a détenu 4 ans, 3 ou 4 ans, il me semble. Donc, des sacrés longs règnes. Et pour Bob Backlund, même si ce n'est que 1 an ou 2, ben, c'est un sacré règne quand même. Et maintenant, il faut voir si Roman Reigns va battre le record du plus long règne en titre universel parmi les hommes comme ça. Mais là, faut dire, c'est sûr, c'est lui le top gars qui a détenu le titre universel assez longtemps. Après, pour le titre WWE, il n'a pas détenu très très longtemps. Enfin, depuis WrestleMania 38, c'est sûr qu'il le tient encore à sa disposition. Mais là n'est pas la question, vu comment on parle du match. Et que un match un peu normal, même si je sais que les deux vont, on va dire, faire la rencontre avec la cage et qu'ils vont se faire griller le visage. Et je crois que ça va finir aussi en bain de sang. Et que Pat Patterson voulait en finir, mais sauf que je crois que l'un des deux va sortir et qui va remporter le match. L'un des deux, non, car c'est Bob Backlund, ou alors il en termine avec son crossface chicken wing, qui est sa prise de soumission en finish de l'époque, et qu'il détient, je crois toujours, même si il ne catch plus et qu'il n'est même pas en activité. Ouais, on va dire c'est victoire de Bob Backlund, c'est exactement le cas. Ce match-là, 3,20. Après, encore pour le titre WWF dans un match en cage. Toujours Madison Square Garden, mais cette fois-ci le 19 mai 1980. Et que Bob Backlund affronte Jimmy Superfly Snuka. Je ne pense pas que c'est là où Superfly Snuka fait son splash du haut de la cage. Ah, j'ai un petit doute. J'ai un fort petit doute que ce soit ce match-là. Ouais, parce que je sais bien que dans un des matchs de Snuka, Mick Foley était présent, mais je ne pense pas que c'est à ce moment-là qu'il sort son Superfly Snuka. Ouais, j'avais déjà expliqué dans le coffret de Wrestling Against Flyers, mais c'est dur à dire, c'est vraiment dur à dire que ce soit celui-là. Il aura tenté son super splash, mais que Backlund, il esquive pour éviter de subir le finish, et qu'il fait peut-être son crossface chicken wing, ou alors il sort de la cage. Ça dépend des deux, parce qu'il faut dire, j'ai vu ça très très rapidement, j'ai même pas le temps de tout visualiser et de tout dire pour vous. Donc excusez-moi si j'ai des petits problèmes d'incompréhension,
mais que j'essaie un minimum de capitaliser sur mes petites principales erreurs. Ben, c'est toujours Bob Backlund qui remporte le match. Hein. Donc ce match-là, aussi 3,20, et ce n'est que le début. Là, ouais, Bruno Sammartino contre Larry Zbyszko à Shea Stadium, 19 août 1980. Donc c'est toujours dans la même année, mais c'est pas le même mois. Étonnant de voir ce match. Et il faut dire qu'à l'époque, les matchs en cage, c'était pas en grillage comme celui-ci, c'était en barreaux. Ouais, des grosses barreaux. Ou encore des barreaux en carré, parce que vu comment on a vu dans le précédent image, c'était en barreaux rectangulaires. Donc à l'époque c'était ça. Et que c'était pas encore les cages en grillage qu'on connaîtra maintenant. Et que match assez brutal aussi entre Larry Zbyszko et Bruno Sammartino. Malgré que ce soit des vieux matchs, mais voilà, il faut découvrir. Si vous n'êtes pas fan des anciens matchs, ben, ce ne sera pas fait pour vous. Je l'avertis à certains, hein, et je avertirai toujours. Pour les vieux matchs, vous n'êtes peut-être pas obligé de regarder, mais pour les matchs qui a eu lieu à l'époque, qui n'ont absolument pas vieilli d'une traite, en termes de qualité, ben, je vous invite, quand même, je vous invite. Et que, ben, sans trop tarder, je croyais que Larry Zbyszko allait battre justement Bruno Sammartino, mais Sammartino, faut pas trop l'enterrer pour aussi peu, car c'est lui qui a battu Larry Zbyszko, soit qu'à un prise finish ou encore en sortant de la cage. Peut-être par la porte ou au-dessus, même si je sais bien que Larry Zbyszko le faisait traîner pour éviter qu'il gagne. Et pareil pour Bruno Sammartino sur Larry Zbyszko. Mais que, non, à mon avis, il remporte par finish. Parce qu'à l'époque, c'était... Pour Bob Backlund, c'était par soumission. Pour Bruno Sammartino, par finish. Donc c'est victoire de Bruno Sammartino, si je me trompe pas. Hein. Donc si je me trompe, avertissez-moi. Bon, peut-être WWE Réseau Souvenir qui pourra peut-être m'avertir si je me trompe. Et aussi, oui, j'ai vu ton message. Attendez, je crois que je vais vite venir. Donc voilà, je reprends. Oui, j'en étais à WWE Réseau Souvenir, anciennement cinéphile. J'ai vu ton message. Et déjà, dans les précédentes vidéos, qu'est-ce que je t'ai dit déjà? Qu'est-ce que je t'ai dit? Bien sûr, tu vas pas me répondre parce que c'est moi qui parle tout seul. Mais je t'ai dit que je ne veux plus que tu me dis qu'est-ce que je regarde en ce moment. Donc, et quand tu m'as sorti ça, je me suis dit, mais il fait exprès ou il est bouché Parce que si t'es bouché des oreilles, faudrait que tu ailles laver tes oreilles hein, pour mieux comprendre. Parce que je parle pas chinois, je parle pas flamand, je parle pas allemand, je parle pas italien, je parle pas espagnol. Voilà, comme j'ai dit, faudrait que tu arrêtes de me dire qu'est-ce que tu regardes en ce moment, qu'est-ce que tu regardes en ce moment, qu'est-ce que tu regardes en ce moment. Et que je t'ai dit, faudrait que tu arrêtes de dire ça. Car comme je t'ai dit, tu le verras par toi-même en vidéo. Et je ne suis pas obligé de te dire ce que je regarde en ce moment. Vu comment il y en a que je les ai déjà tous vus, et que les reviews, ça va arriver petit à petit. Donc, ce que je regarde en ce moment ne va plus te regarder. Donc, ce ne sera pas ta priorité. Et redis-moi ça encore une fois. Tu auras toutes mes raisons pourquoi je ne te réponds pas. Parce que si tu n'as rien d'autre à me dire, ne me dis pas ça. Voilà, ne me dis pas ça. Si tu n'as rien d'autre, ne réponds pas. Point barre. Pour ce match-là, c'est pas non plus du top niveau, mais pareil, je mets un 3,20. Oui, je sais, je suis un petit peu difficile, mais qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est... Attendez. World Class Mayhem. Ouais, donc c'était le beau vieil slogan de la NWA. Donc match pour le titre du monde poids lourd de la NWA.
Donc Ric Flair contre Kerry Von Erich à NWA Christmas Stars Wars le 25 décembre 1982. Donc c'était pendant la période de Noël. Ouais, le 25 décembre. En plus, il est marqué le 25 décembre. C'est pendant la période de Noël. Il y en a qui font Noël pour mieux préparer les cadeaux, le repas de Noël. Là, à cette époque-là, les catcheurs, non. Eux, leur période de Noël, c'est le catch, justement. Pour fêter Noël entre collègues, c'est un match en cage. On se fout sous la gueule, ça va finir en bain de sang. Et, et on passera un joyeux Noël. Bref, c'est une bonne blague, mais faut dire... voilà, c'est un peu dur quand t'es pas libre pour Noël, pour mieux fêter en famille. Hein. Donc, comme quoi la vie de catcheur, c'est pas facile. Tout le temps sur les routes, faire le bonheur aux autres. Donc, ça c'est compliqué. Mais le match était, allez, il était bon. Même si la qualité, c'est pas non plus du top niveau visionnage. Mais il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal vu comment on sait qu'il y a une sacrée guerre entre Ric Flair et Kerry Von Erich. Et qui sont pas mal affrontés aussi. Car je me rappelle dans le coffret de Ric Flair, ça finit au match au meilleur des 3 manches. Et attendez, j'entends du bruit et je vais vite venir. Attendez. Oui, voilà, je reprends. Donc je crois que ce sera terminé pour qu'on m'appelle. Donc il faudrait que j'achève directement. Donc je disais match très brutal. Très brutal. Le champion normalement c'était Ric Flair. Vu comment c'est un habitué des matchs de championnat mondial. Ou peut-être Kerry Von Erich. Car lui aussi, il a déjà été champion du monde poids lourd de la NWA. Après, vous allez demander lequel titre. Soit la Big Gold Bet, ou alors de la ceinture classique, la plus ancienne de NWA. C'est vrai que la Big Gold Bet, elle manque à beaucoup, le titre. Vraiment, il manque à beaucoup. Bon, espérons qu'il y en aura des modifications de titre d'ici très rapidement. Ça va prendre du temps, mais du fait qu'il y a des modifications, ça nous conviendrait peut-être. Et pareil pour les shows, hein, pareil pour les shows de WWE, faudrait qu'ils améliorent le contenu. Et il y a quoi encore à modifier ben, peut-être le logo WWE, s'ils peuvent le faire. Bien sûr, Raw ou SmackDown. NXT l'ont déjà fait, car ce n'est que le début. Pour NXT Europe, ça arrivera l'année prochaine, je crois. Et aussi pour WrestleMania 40, faudra attendre. Voilà, donc je suis un peu au courant des actualités. Et comme l'actualité sur le retour de Bray Wyatt. Donc oui, je suis au courant de tout. Car franchement, j'ai déjà regardé le show, j'ai bien apprécié. Et faut dire, c'est vrai que du côté de la EW, c'est pas non plus la grande joie dans les vestiaires. Car il y a beaucoup de castagnes qui circulent au sein de la All Elite Wrestling. Car on sait bien qu'il y a une dispute entre Sammy Guevara et Eddie Kingston. Maintenant, justement, Sammy Guevara et Andrade El Idolo. Et que maintenant, faut dire, ça devient, on va dire, assez catastrophique en ce moment. Malgré que le contenu, il est bon. Le produit, il est bon, mais faut dire, les gestions des superstars, c'est pas non plus top. Bon, sans trop tarder, c'est victoire de Ric Flair qui bat Kerry Von Erich. Et ce match-là, 3,40. Voilà, 3,40. Ensuite, match pour les titres par équipe de la NWA. Oh, je croyais que c'est terminé, maintenant on m'appelle encore. Attendez, je vais vite venir. Voilà, ça me les casse. On m'appelle tout le temps. Maintenant, j'espère que ce sera la dernière fois qu'on m'appelle parce que je veux achever mon boulot. Donc ça fait 3 fois, vraiment 3 fois. Donc maintenant, ben, un match par équipe pour les titres justement par équipe de la NWA. Les frères Koloff, ouais, Ivan Koloff et Nikita Koloff contre les Rock'n'Roll Express. Et c'était à NWA Starrcade 18 novembre 1985. Peut-être qu'il y en a que je me suis trompé. Peut-être qu'il y en a que je me suis trompé, que j'ai marqué AWA. Alors que c'est WCCW.
Peut-être entre Ric Flair et Kerry Von Erich, c'était à la WCCW. Bref, ce n'est pas grave, de toute façon, j'ai un petit peu merdé là-dessus. Mais entre les matchs par équipe, ben, pareil, ça a parti dans tous les sens. Et je crois que dans les fédérations un peu connues des États-Unis, je crois que c'est la première fois, dans ce coffret en tout cas, que c'est le premier match par équipe qui a eu lieu en cage. Soit je me trompe, ou j'ai raison, mais pareil, ça a été un match assez intense, même en équipe, et que des fois, ça finit beaucoup en bain de sang, et que, et que quand c'est des matchs en cage comme ça, c'est toujours un match sanglant, un peu comme la Hell in a Cell. Les Elimination Chamber, ça dépend le niveau de violence. Les Wargames, il y aura toujours de la violence dans les Wargames, même si aujourd'hui c'est un peu... on se calme avec les blessures, même au niveau du coupage de front, qui ressemblera plus tard à un steak haché. Mais bon, vous avez au moins compris. Ceux qui remportent la victoire, c'est Rock'n'Roll Express sur les frères russes, donc les frères Koloff. Voilà. Ce match-là, c'est 3,5. Je mets un 3,5. Après, ben, basique, match en cage, rien d'enjeu. Peut-être que c'est la AWA ou WCCW. Les Road Warriors, ou Legend of Doom, préférez lequel, contre les Fabulous Freebirds. Voilà, j'ai cité les deux équipes. Match normal, même si on sait qu'il y aura beaucoup d'animosité entre les deux équipes. Beaucoup d'animosité. Je crois que ça va être compliqué de savoir qui est le vainqueur. Ça va être peut-être compliqué. Mais que j'essaie de trouver une cohérence là-dessus, et que c'était à Wrestle Rock 20 avril 1986. Donc j'ai cité Starrcade, maintenant Wrestle Rock. Je sais pas si pour la AWA ou pour la WCCW, je sais pas si c'est un peu leur WrestleMania. Parce qu'on connaît dans les fédérations, quand il s'agit d'un gros événement, eh ben c'est un peu le WrestleMania de ta propre fédération. Pour la TNA, c'était Bound for Glory. AEW, c'est Double or Nothing. À l'époque, pour la WCW, c'était Starrcade. Après, il y a quoi encore Ring of Honor Final Battle. La PWG Battle of Los Angeles. La AAA Triple Mania. Et je crois que je suis passé du côté là. C'est peut-être, je dis bien peut-être, une victoire des Road Warriors contre les Fabulous Freebirds. Voilà. 3,5 aussi pour ce match-là. Après le style hardcore. Donc ça parle du style hardcore. Bruiser Brody contre Abdullah the Butcher. Oui, Abdullah the Butcher et Bruiser Brody. Pour Bruiser Brody, je l'avais déjà dit tout ce qui s'était passé à la fin de sa carrière et de sa vie. Comme quoi il s'était fait poignarder par un autre catcheur. Et que faut savoir, c'est que Brody était aussi connu pour ses matchs très violents. Même match normal, il était quand même très très violent. Donc comme on dit, c'est un sacré brawler. Et pas branleur, hein. Parce que si vous dites branleur, il y a un problème. Brawler, c'est-à-dire un bagarreur. Donc un sacré bagarreur et aussi quelqu'un de très intense et hardcore. Et que c'est sûr, au niveau de la violence, on y gagne au degré de violence, même quand c'est un adversaire comme Abdullah the Butcher. Et pareil pour Abdullah the Butcher, il est aussi connu pour son degré de violence, malgré qu'il a un physique qui laisse vraiment pas à désirer, mais qui se promène toujours avec une fourchette. Donc il a toujours une fourchette à sa disposition. Et surtout, des cicatrices énormes au niveau de son crâne. Donc c'est sûr que les coupures, ça va rester gravé longtemps pour The Butcher. En même temps, pour Abdullah, c'est un peu normal qu'il se fait appeler le boucher.
Et que dans les matchs comme ça, c'est sûr, ça sera un vrai boucherie, même si on est enfermé en cage. Vraiment, c'est de la boucherie. Et peut-être que c'est de la WCCW. Hein. Donc, Countdown Bowl Extravaganza, le 12 octobre 1986. Donc, c'est toujours en 86. Ouais, on va dire c'est un peu AWA, WCCW. Bref, je me suis un petit peu gouré, je le reconnais. Mais bon, que voulez-vous? C'est la WWE, ils auraient pu mettre les noms, ça aurait été plus facile. Donc, comme j'ai dit, un sacré affrontement entre Brody et The Butcher, et que ça finit des fois en match très brutal, et que moi, je crois que c'est victoire de Bruiser Brody face à Abdullah The Butcher. Pour la degré de violence et résultat du match, je lui mets 3,40. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais je lui mets 3,40. Et là c'est la AWA. Brawlings Saint-Paul, le 25 décembre 1986. Donc les Midnight Rockers contre The Playboy Buddy Rose et Pretty Boy Doc Summers. Donc je savais pas qu'entre les Midnight Rockers, ils ont eu beaucoup d'affrontements avec The Playboy et Pretty Boy. Donc je sais bien qu'à l'époque ils avaient eu 2 affrontements, mais quand c'est les 2 coffrets de Shawn Michaels, un de My Journey et de Showstopper Unreleased, là il y a 2 autres matchs avec Pretty Boy et Playboy. De manière étonnante. Donc là ça a été aussi brutal entre les 2 équipes, car il y avait une petite animosité sur le ring, hein, entre personnages. Hein. Et que vous savez bien que les Rockers, c'est Marty Jannetty et Shawn Michaels. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Et que les champs... Non, c'était pas un match pour les titres, mais c'était match normal. Peut-être, je dis bien peut-être que c'est victoire des Rockers. Car faut dire maintenant, quand je me trompe, je me haïs, je me déteste quand je me trompe maintenant. Et que... Il y en a qui diront, oh ça va, c'est pas grave de se tromper. Oui, c'est pas grave de se tromper, mais quand c'est tout le temps, je suis un vrai boulet. Je suis un vrai boulet quand c'est comme ça. Donc, allez, on va dire victoire des Rockers qui battent Playboy et Pretty Boy. Ce match-là, 3,40 aussi. Après, ben, là, c'est pour un match en cage. Et bizarrement, c'est pas pour le titre. Donc, WrestleFest, ouais. WWF, WWE WrestleFest, le 31 juillet 1988. Hulk Hogan contre André le Géant. Donc là, même sans le titre, c'est Hogan le best, quoi. C'est vraiment le meilleur à cette époque. Vraiment, la magie des années 80 n'a jamais bien porté son nom. Et dommage qu'ils n'ont pas mis aussi un match de la Mid-South, car je sais bien que cette fédération aussi a eu un match en cage. Comme je vous avais déjà cité avec Jim Duggan et Ted DiBiase. Mais ils l'ont pas fait. Voilà, des raisons à savoir. Et que là, on va dire c'est pour la fin du DVD 1. Ben, c'est victoire de Hulk Hogan. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Victoire d'Hogan. Ce match-là, je ne l'ai jamais noté auparavant, même dans un match en cage. Il était bon, je lui mets 3,5, sans plus. Voilà, malgré les différences dans le match, parce qu'il faut dire c'est pas non plus du top, mais je lui mets un 3,5. Voilà, de manière gentiment. Ensuite, DVD 2. Gladiateur en cage. C'est sûr que les catcheurs sont des gladiateurs. Match pour le titre NWA. Enfin, NWA, non. Match championnat du monde poids lourd pour la WCW. Donc Ric Flair contre Lex Luger. Donc tout d'abord, c'est Lex Luger qui fait son entrée en premier. Et qu'il avait le titre des États-Unis. Mais c'est pas son titre qui est en jeu, c'est le titre de Ric Flair. Et qui fait son entrée avec Woman. Donc voilà. Et que là, par contre, la cage, elle est particulière. La cage, on dirait un peu comme un Hell in a Cell. Bien sûr, sans les grillages. Mais on dirait un Hell in a Cell avec que des barreaux. Donc, d'habitude, les cages sont sur le ring et pas extérieures. Là, ils ont un petit peu assez de place pour se battre à l'extérieur comme sur le ring. Et que pareil, ça finit en bain de sang, surtout pour Ric Flair, car faut dire il adore saigner dans un match, Ric Flair.
C'est pour ça que ça va faire sa renommée et côté légendaire. Tandis que Lex Luger, ben, il le torturait. Et bien sûr, Ric Flair, lui, sa seule torture, c'est donner des coups bas, étrangler les yeux, étranglement à la gorge surtout, et donner des coups physiques, un coup qui sont en difficulté, ses adversaires. Donc c'est sûr, c'est un pur heel par excellence, en narguant tout le monde. Et c'était un Capitol Combat 19 mai 1990. Ou 90, si vous préférez. Mais bon, je me rappelle qu'il y avait une intervention des Forcemen. Il y avait Arn Anderson, Tully Blanchard, Barry Windham, Gigi Dillon, qui venaient en aide à Ric Flair. Et bien sûr, c'est Lex Luger qui remporte par disqualification. Et pourtant, je me dis, dommage qu'à l'époque, ils n'ont pas pensé à faire un match sans aucune disqualification dans un match en cage. Parce que maintenant, on reconnaît les choses. Quand c'est un match en cage, il n'y a pas de disqualification, mais tu peux pas, on va dire, sortir tranquillement pour aller chercher une chaise, car tu dois, on va dire, ramper et aller chercher une chaise sur la jupe du ring, du fait que l'objet n'est pas très très bas, ou alors de l'aide pour une arme. Et bien sûr, dans les matchs en cage, c'est soit tu remportes en sortant de la porte ou au-dessus de la cage, voilà, c'est le principe. Et que là, ben, c'est victoire de Lex Luger par disqualification. Donc une fin assez décevante, mais qui a permis encore à Lex Luger et Ric Flair de continuer la rivalité. Voilà. Tout simplement continuer la rivalité. Donc ce match-là, il était bon malgré tout. Je lui mets 3,50. Voilà. Comme j'ai dit, malgré tout. Ensuite, match pour le championnat WWE. Ultimate Warrior contre Ravishing Rick Rude au SummerSlam 27 août 1990. Donc toujours dans la même année. Il y a une promo de Ultimate Warrior, donc qui dit qu'il va exploser Ravishing Rick Rude. Et aussi Rick Rude qui fait sa promo habituée, Cap the Music, donc il dit couper la musique, et il insulte les hommes en disant bande de gros moches. Vous allez voir et reconnaître le talent et ce que c'est un homme, un vrai homme. Donc il montre sa musculature, et bien sûr il y a des femmes qui nous font, enfin, les caméras ils font une fixette sur les femmes pour voir leur réaction. Il y en a qui ont hué, il y en a qui ont adoré voir ce catcheur. Faut dire c'est un peu le cas pour attirer de la hit. Donc c'est pari gagné pour Rick Rude, et que après ben, le match va démarrer tambour battant. Hein. En connaissant Warrior, c'est sûr, ça commence tambour battant, et qu'il y a des grosses near fall pour Warrior, et des sifflets pour Rick Rude. Et que, si je crois bien, Rick Rude va finir en sang. Il va finir en sang de manière assez inexplicable. Peut-être qu'il est passé à travers le barreau de cage et qu'il s'est coupé le front. Et Warrior aussi, ce sera pareil. Mais ça ne va pas l'empêcher de continuer le match. Car il va continuer et il va battre quand même Rick Rude. Donc avec son finish. Donc c'est victoire de Warrior. Ce match-là, 3,5. Donc 3,5. Après, ben, encore en match en cage, mais cette fois-ci, c'est pas pour le titre. Ultimate Warrior contre The Macho King, Randy Savage. Mais moi, j'ai marqué The King, Macho Man Randy Savage. Et c'était au Madison Square Garden de New York City, 21 janvier 1991. Donc voilà. Après, ce sera une relation d'amitié brisée. Ouais. Donc après ça. Ben, pareil, ce match a été très très vite aussi. Et qu'on sait bien que Randy Savage, un coup qu'il était passé en mode roi, il était accompagné par Queen Sherry, donc la reine Sherry. Mais ça va pas le porter chance pour le match King. Non, ça va pas le porter chance. Car Ultimate Warrior, on sait bien qu'il va pas se laisser battre facilement. Surtout en s'échappant de la cage. Donc c'est sûr, quand il voit ça, il a envie de mettre toute sa puissance, toute sa musculature et de les envoyer son énorme coup de poing en pleine face. Et que c'est un peu le même finish qu'avec Rick Rude. Hein. Donc il bat justement le Macho King avec son splash en courant des cordes. Voilà, donc ce match-là, ben, allez, 3,40. Voilà, j'ai un peu apprécié, je le mets 3,40.
Donc voilà, la relation d'amitié brisée. Match pour le titre intercontinental entre Shawn Michaels et Marty Jannetty. Et c'était à White Plain, New York City, 27 août 1993. Donc c'était le même, je crois que c'est le même arène qui a eu le match entre Bret Hart et Owen Hart. Ouais, à mon avis c'est ça. Donc vous savez bien que les Rockers se sont brisés en deux à cause que Shawn Michaels a mis fin à l'amitié et l'équipe des Rockers. Et du coup, il fait son bout de chemin en solo. Tandis que Marty Jannetty, il a essayé, mais il sera très vite tombé dans la mid-card. Ou, qui sait, en tant que jobber, hein, parce qu'il faut dire, il a tellement jobé aussi Marty Jannetty. Et que pour Shawn Michaels, ben, pour réussir dans le catch, il faut un peu trahir ses amis pour mieux réussir. Mais après, faut dire, ils étaient en très bons termes. Donc un match qui était, on va dire, brutal, mais pas si sanglant. Et après, on sait que Shawn Michaels, il a comme garde du corps Diesel, donc Big Daddy Cool. Et il faut dire, ben, ça joue pas à la faveur de Marty Jannetty. Hein. Même s'il a voulu essayer de battre son ancien collègue et ami, ça va pas le porter bonheur. Car il se fera allumer par Diesel qui est monté sous le ring, je crois. Et que ça a permis à Shawn Michaels de faire son ancienne prise finish que j'avais déjà citée. C'est pas encore le switch and music. Hein. C'est un autre, mais je ne sais plus. On va dire c'est un genre de souplex arrière, mais qui met les deux mains dans l'entrejambe en portant. Voilà, c'est ça. Et c'est victoire de Shawn Michaels. Voilà. Car il est sorti de la cage et qui conserve le titre intercontinental. Ce match-là, 3,50 aussi. Je vous mets 3,50. Après, ben, match en cage. Au SummerSlam 3 août 1997. Il est présent dans le coffret des plus grosses stars des années 90. Donc, c'est sûr, je connais le match par cœur. Entre Mankind contre Hunter Hearst Helmsley, Triple H. Et qu'on se dit que Triple H pourrait battre potentiellement Mankind, vu comment Hunter Hearst Helmsley est du côté DX, et que Mankind, certes, il catch bien, enfin, c'est pas toujours un catcheur très très technique, faut dire, Mankind, ça n'a jamais été un catcheur très très technique, c'est du genre un catcheur hardcore, mais qui sait ce qui est bon dans le catch. Et que là, on se dit, ben, on donne pas cher de Mankind, vu comment Triple H, il peut le battre au la main. C'est ce qu'on croyait. Et que là, Mankind, il nous a fait un remake de Jimmy Snuka. Donc, il est monté au-dessus de la cage. Mais sauf qu'il n'a pas fait un splash, il a fait une descente du coude. Et après, il est ressorti de la cage. Donc, j'ai pas besoin d'en dire plus, si ce n'est qu'il a un petit peu allumé Chyna à l'extérieur. Et il a beaucoup plus fumé Triple H. Et après sa victoire, eh ben, il commence à avoir une musique. Mais après, on ignore d'où vient cette musique. Et là, on apprend que c'est une musique de Dude Love. Donc c'est là où il commence un peu à danser. Et aussi faire des mouvements de jambes assez iconiques pour Dude Love. Voilà. Donc c'est victoire de Mankind. Ce match en description, vu comment j'avais déjà noté. Après, The Texas Rattlesnake versus The Boss. Pareil, un match que j'ai déjà noté entre Monsieur McMahon et Stone Cold Steve Austin à In Your House Saint-Valentin Days Massacre, donc le jour du massacre à la Saint-Valentin, le 14 février 1999. Donc ils ont fait un bond de pas mal d'années. Et que je sais bien qu'à un premier temps, Monsieur McMahon ne voulait pas y aller dans la cage, donc Stone Cold il a dû sortir pour allumer Monsieur McMahon, et qu'ils ont voulu monter, et que Monsieur McMahon va atterrir sur la table des commentateurs, et qu'il va prendre cher. Mais après, on sait bien que ça va être le match parfait pour Steve Austin, hein, vu comment McMahon, il est HS, donc il est cuit, il va se faire allumer par Stone Cold, et qui va bien prendre son pied. Même si McMahon l'a beaucoup provoqué en faisant des doigts d'honneur, mais que Stone Cold,
On sait bien qu'il va jouer avec Monsieur McMahon. On sait bien qu'il va jouer, qu'il va le plus massacrer. Et que là, il y a l'apparition de Paul White. Donc, oui, le Big Show, qui faisait ses débuts officiels. Et qu'il a commencé à un peu agresser Stone Cold. Et aussi, essayer de le faire passer à travers la cage. Mais sauf qu'en faisant ça, ben, la cage s'ouvre. Et Steve Austin, il sort. Donc, c'est sûr, c'est victoire de Steve Austin. Ce match-là aussi en description. Là, un match que je n'ai pas noté, car je ne l'ai pas. Rebellion 2 octobre 1999, pour le titre WWE. Donc là, c'est sûr, c'est un truc que je n'ai jamais noté. Et que là, même si je sais qu'ils ont déjà eu un match en cage, Triple H The Rock, mais ça c'est quand, The Rock était champion, mais qui devait remonter la pente, et que Triple H n'était pas encore champion de la WWE. Mais là, il est champion de la WWE, Triple H, et il va défendre drastiquement son titre face à The Rock. Et que je sais bien qu'après qu'ils sont allumés avec des rock bottom, des pedigree, des people's elbow, des spinebusters, des sharpshooters ou encore des face crashers, et que The Rock a voulu mettre fin au règne de Triple H, Triple H a voulu mettre fin à la rivalité avec The Rock, et qu'après, d'une manière incompréhensible, ils mettent KO l'arbitre, The Rock il sort, Triple H il sort, mais c'est pas officialisé. Et qu'après il y a The Rock qui prend le micro en disant qu'il va faire sa fête à cette espèce de merdeux qui est Triple H. Donc il insulte gratuitement. Mais après on sait bien que Triple H s'est fait aider par les membres de la corporation achetée par la DX qui a été rachetée par la corporation de Monsieur McMahon. Et qu'après que l'arbitre a repris conscience, eh ben c'est victoire de Triple H. Attendez. Non, non, non. C'était pas par la DX, c'était le British Bulldog. Ah ouais, ouais. Ouais, car Rebellion, c'était toujours en Angleterre. Oui, c'était en Angleterre. Et que British Bulldog, il allumait The Rock. Et ça a permis à Triple H de sortir au haut de la cage et de gagner. Oui, d'accord. Et qu'après, ben, The Rock, un coup qu'il avait fini de se faire tabasser, ben, il va allumer British Bulldog en le faisant le people's elbow. Donc, j'ai su me rattraper. Ce match-là, je lui mets 3,70. Je lui mets 3,70 à ce match-là. Voilà. Maintenant, je passe au DVD 3. J'espère que je vais essayer d'y aller plus rapidement. Je le promets, mais il faut dire à chaque fois, je me gourre tout le temps. La nouvelle école de l'agressivité. Ah oui. Donc, à partir de 1999, ça va être le match en grillage. Donc, les matchs comme ça. Et maintenant, ben, là, ce sera pur grillage. Et que là, c'est un affrontement match en cage pour unifier les titres par équipe WCW et WWF. Entre les Dudley Boys contre les Hardy Boys. Match au Survivor Series 18 novembre 2001. Je vais dire 1900, mais non, c'est en 2001. Et que... Donc ça a été un match assez intense, faut le dire. Car entre les champions par équipe, c'est sûr, il faut que le meilleur gagne entre les deux équipes. Et qu'après que les Hardy Boys se sont fait allumer, surtout Matt, et ben lui, il arrive à sortir de la cage, mais Jeff Hardy il va se faire allumer par Bob Orey et Devon, et qu'ils ont même demandé à Stacy Kimbler de ramener la table. D'habitude, c'est Devon, maintenant c'est Stacy Kimbler, qui a un petit peu, on va dire, montré ses atouts à l'arbitre. Ouais, j'ai vu ça de près. Et qui renvoie la table. Après, un catfight à l'extérieur entre elle et Lita. Mais un coup que Jeff Hardy s'est défendu, il a allumé Bob Orey, il a aussi allumé Devon. Il avait l'occasion de sortir. Jeff Hardy avait l'occasion de sortir. Mais après, c'est tout le temps son problème à Jeff Hardy. Dès qu'il voit qu'il a une opportunité à réussir, et ben là, il commet la pire erreur. De toute façon, c'est un peu le cas avec lui. Il n'a jamais été quelqu'un qui cherche après la victoire. Il a toujours été tête brûlée jusqu'au bout. Mais bon, faut dire, il y en a qui adorent quand il fait des prises de risque. Et ben Jeff Hardy, du haut de la cage, il fait un sweat-on bomb. Et que Devon était couché sous la table. Devon se esquive le sweat-on bomb. Et c'est Jeff Hardy qui passe à travers la table. Donc,
Donc Bob Ray et Devon, ils font le tomber. Et c'est victoire des Dudley Boys. Donc oui, victoire des Dudley Boys, c'est eux qui unifient les titres par équipe de WCW et WWF qui est WWE. Donc ce match-là, 3,70. Voilà, 3,70. Ensuite, encore un match en cage. À WWE, cette fois-ci, SmackDown. Même si j'ai marqué WWF, mais c'est pas grave. Le 25 juillet 2002. Donc Edge contre Chris Jericho. Un match tellement rare aussi. Et que ça va être compliqué entre partager les deux. Vraiment très très dur. Car je sais bien que ça peut arriver que ce soit Edge qui remporte le match ou Chris Jericho. Faut dire une défaite à l'un et l'autre, ça va pas faire du mal non plus. Mais que je vais peut-être prendre un risque malgré que Edge il a passé la moitié du match à essayer de trouver une faille pour la victoire. Et que Chris Jericho il a voulu calmer le genou qui est Edge. En faisant rappeler qui est le roi du monde, qu'il est le meilleur au monde dans ce qu'il fait. Même s'il s'est fait coincer dans les cordes, Chris Jericho, et que Edge a fait un énorme spear, et heureusement qu'ils ne sont pas passés à travers la cage. C'est sûr, ça va être difficile de partager le vainqueur. Et que peut-être, je dis bien peut-être que c'est victoire de Edge. On va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Ce match-là, 3,60. Je mets à 3,60. Pareil pour l'autre qui va suivre. Entre Chris Jericho et Christian. Donc toujours dans un match en cage. À Raw le 10 mai 2004. Faut dire, il y a aussi une petite sacré affrontement entre Chris Jericho et Christian. Même si c'était relation personnelle avec Trish Stratus. Mais bon, on connaît un petit peu l'histoire. Et que dans le match de l'échelle, c'était Chris Jericho qui avait remporté le titre intercontinental. Mais là, c'est pas pour le titre. Là, c'est question de réussite et d'honneur pour les deux. Peut-être que Christian ne va pas remporter le match. Même si je sais qu'il y a eu des The Walls of Jericho, pareil pour le match entre Edge et Chris Jericho. Des tentatives de Kill Switch. Et peut-être qu'il y a eu une tentative d'intervention. Il y a peut-être une tentative, mais tout est possible dans les matchs comme ça, vu comment on peut connaître des fois les résultats. Donc peut-être que c'est compliqué à gérer ça, mais je pense que c'est victoire de Chris Jericho qui bat Christian. Car je pense qu'il avait imité la prise de Christian, mais ou alors peut-être que Christian s'est fait prendre une grosse prise et qu'il a été out durant le match et que c'est Chris Jericho qui remporte le match. Ouais, on va dire ça comme ça. Ensuite, un match que j'ai déjà noté, l'autre c'est pareil, celui-là aussi, celui-là pas du tout, et celui-là également, c'est le top du top que j'ai déjà noté. Donc je vais commencer par Randy Orton contre Ric Flair, à Taboo Tuesday, 19 octobre 2004. Donc oui, un match que j'ai déjà noté, et que ce match était sanglant, vraiment sanglant entre Randy Orton et Ric Flair, vu comment ça a aussi fini en bain de sang. Ric Flair, il a fini toujours en bain de sang. Randy Orton, ça va être pareil, il va finir en sang, mais c'est pas pour rien qu'il va réussir à remporter le match, parce que quand on connaît le résultat, on se dit, c'est Randy Orton qui va battre Ric Flair. Et même quand on ne s'attend pas du tout, on se dit que Orton va gagner, mais qu'on se dit, Ric Flair, il va remporter le match, sans qu'on s'y attende. Et là, c'est ce qu'on croyait. Et que Randy Orton a voulu tenter un RKO, Ric Flair l'a esquivé, Ric Flair a voulu faire son figure four, Orton... il a esquivé aussi, ou il le contre. Et que là, après une longue bataille sur le ring, c'est Randy Orton qui fait un RKO sur Ric Flair et qui remporte le match. Et à la fin, ben, ils se serrent la main, ils se prennent dans les bras. Voilà, en description. Ensuite, passion et émotion. Moi, j'aurais pu dire réalité et fiction. Matt Hardy contre Edge à Unforgiven 2005. Là, c'est sur une relation très personnelle entre Edge et Matt Hardy. Et que ce match était vraiment très très bon. Et que là, faut dire, là, il nous tisse vraiment bien la cage. De manière personnelle, que ce soit en rivalité, que ce soit en dehors ou dans les storylines. Et que vous savez bien qu'à l'époque, les deux là se détestaient réellement.
vu comment, voilà, je vais pas faire toute l'histoire, mais il s'est fait voler sa copine, Matt Hardy. Ça, je le sais, vous le saviez, je suis sûr et certain que vous le saviez, car si vous êtes fan de catch, vous le saviez, si vous n'êtes pas fan, ben vous n'êtes pas encore au courant. Et que Lita n'avait pas hésité aussi à intervenir dans le match pour aider son homme, mais sauf qu'elle va se faire allumer en même temps que son homme, car elle va se prendre un twist of fate de la part de Matt Hardy, et après quand Matt Hardy, il a anéanti Edge avec un twist of fate, il avait l'occasion de sortir, il avait vraiment l'occasion de sortir, mais sauf qu'il a décidé de faire une grosse descente de la cuisse sur Edge, donc il a sauté du haut de la cage, et il s'est jeté sur Edge, tout simplement. Et du coup, c'est la victoire de Matt Hardy, de la part qui n'est pas un finish comme ça, mais qui est une grosse prise. Voilà, donc victoire de Matt Hardy. En description ce match-là. Match pour le titre de la WWE, John Cena contre Edge, à Raw le 2 octobre 2006. Il est présent dans la rivalité Cena versus Edge, donc j'ai pas besoin de le noter. Et qui se sera en description également. Donc les deux, ils vont se battre, et que ça mise sur la blessure de John Cena au niveau du bras gauche, mais comment il est gaucher, et que Edge va s'amuser à le torturer, notamment dans les cordes, ou encore le fait passer à travers le grillage, et que Edge a voulu essayer de tenter de s'enfuir, mais John Cena le ramenait, et que après qu'il mette KO l'arbitre, il y avait une chaise qui était dans le match. Edge a voulu l'utiliser sur John Cena, mais John Cena l'utilise sur Edge, en le faisant à STF, mais sauf qu'il n'y a pas d'arbitre, même s'il y a un arbitre à l'extérieur, mais qui se fait allumer par Lance Cade et Trevor Murdoch. Et après, Lance Cade et Trevor Murdoch font leur finish, le lockdown, et que après qu'ils ont voulu essayer de faire gagner Edge, et ils se font arrêter par la DX. Donc je me rappelle qu'il y a un switch de musique sur Trevor Murdoch, de la part de Shawn Michaels, et que John Cena, il remporte le match avec un FU, même si Edge s'est pris la porte en plein visage, mais que John Cena a gagné quand même, grâce à un FU. Voilà, en description. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd, à Raw le 3 novembre 2008, Batista contre Chris Jericho. Je crois que le champion c'était Chris Jericho. Je crois, hein. Parce que je sais bien que lors d'un scramble match, il a remporté le match en profitant du travail de Batista. Car Batista, il avait fait un spinebuster sur Kane. Et qu'un coup que Batista avait fait un spinebuster, enfin un spinebuster non, un Batista bomb sur un Mysterio, Chris Jericho profite du travail du spinebuster pour remporter le tombé à la fin de la minute chrono. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et que là, Chris Jericho, là, il peut plus s'échapper face à Batista, car Batista va ne faire qu'une bouchée de Chris Jericho. Putain, j'arrive pas à parler tellement que je bégaye et que je commence à avoir des problèmes de... Bref, ça c'est mon petit délire à moi. Mais que Batista veut pas le laisser gagner. Et pourtant Batista, il va se faire quand même avoir comme un bleu face à Chris Jericho. Normalement, dans des matchs comme ça, je dois pas me tromper. Ouais, car je sais bien que Batista il remporte le match au Cyber Sunday 2008, mais je n'en suis pas sûr. Donc Batista il a voulu remporter le match en sortant par la cage, mais Chris Jericho en profite et il ressort de la cage à nouveau champion. Donc il devient toujours champion. J'allais faire une erreur, mais non, il est toujours champion du monde poids lourd. Et que ce match-là, j'ai jamais noté, je lui mets 3,50. Voilà. Ensuite, le dernier match de ce DVD. Pour le championnat du monde poids lourd. Et que si Jeff Hardy il perdait, il quitterait la WWE ou CM Punk. Voilà. À SmackDown le 28 août 2009. Là, ça va déchirer la communauté fan de catch à l'époque. Moi aussi, j'étais un peu vexé. Donc cet affrontement, ça peut nous raconter tellement d'émotions et une histoire derrière. Car nous, en tant que fans de catch, on veut pas que Jeff Hardy quitte la WWE. Peut-être pareil pour CM Punk. Il faut dire, Jeff Hardy, il était un peu rouillé par rapport à ses problèmes de petite santé. Comme les syndromes de jambes sans repos, qui prenait un petit peu des médicaments pour se remettre en forme.
Tandis que CM Punk, on sait qu'il est blessé de l'épaule, mais ça ne l'empêche pas de continuer son travail, que ce soit sous le ring ou à aller dans une ville là où la WWE va. Et que là, on se dit, Jeff Hardy va remporter le match. Donc, on ne veut pas le voir partir. Pourtant, au moment où CM Punk, il quitte la cage, CM Punk se retient à la cage pour éviter de partir au-dessus pour mieux remonter sur le ring. Là, il a choisi une idée assez originale. Mettre un doigt dans les yeux de Jeff Hardy. Face première sur les barreaux d'au-dessus de la cage. Et que Jeff Hardy, il s'explose entre jambes. Et ça permet à CM Punk de remporter le match. Et là, c'est vraiment un sacré crève-cœur. Jeff Hardy doit quitter la WWE. Et que CM Punk est toujours champion, car il aura une rivalité avec l'Undertaker. Moment assez déchirant. Et après, on se rappelle de son speech. Ce n'est pas un au revoir, c'est juste un... Enfin, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Bref, un match très 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 bon. Et après, le dernier en ressort victorieux. Donc ça, c'est ma fameuse fin. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà fini cette review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Même si c'est pas une situation que j'ai accroché le plus, mais que j'ai quand même l'occasion de faire cette review. Et que je vais essayer d'y aller très rapidement en matière de fin. Donc pour ce qui est match et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus et de saignement. Donc c'est que match et l'ensemble. Il n'était pas si mauvais que ça. Je lui mets un 4,60. Voilà, ça conviendra. 4,60, ça conviendra. Et que cette review est directement terminée. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu de tout ce que j'ai cité. Et bien sûr, si vous avez vraiment bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.